Bienvenue dans cette vidéo, dans laquelle nous allons traiter le premier cours, intitulé Langage et communication, de la série linguistique facile. Nous allons essayer de définir le langage ainsi que ses caractéristiques, mais également la communication, dans tous ses aspects. Qu'est-ce que le langage ? Le terme de langage a au moins deux sens, un sens restreint et un sens plus large. Par définition, un langage est un moyen de faire parvenir un message, grâce à un système de symboles quelconques, d'objets institués comme signes, permettant à des individus de communiquer entre eux. C'est pourquoi nous dirons par exemple, au sens large. Le langage des fleurs, exemple la rose rouge transmet un message, la rose jaune transmet un message différent, la violette transmet un autre message. Les marins ont une symbolique de petits drapeaux pour communiquer un message. Les lumières d'un phare, les affiches publicitaires, transmettent également un message. Le code de la route transmet lui aussi un message. Et au sens restreint, nous dirons que le langage verbal humain, le langage des signes, le langage braille des non-voyants, transmettent également chacun un message. Le langage est un moyen de communication. La communication est l'action de communiquer, d'établir une relation, de transmettre un message à autrui, quels que soient les moyens ou les techniques qui sont utilisées. Elle concerne aussi bien l'être humain que l'animal ou la plante ou même la machine. Les psycholinguistes ont étudié la communication chez les abeilles et les grands singes. Les végétaux possèdent également un système de communication pour avertir leurs congénères d'un danger imminent. Il existe a. Des moyens de communication asystématiques. b. Des systèmes de communication. Les moyens de communication asystématiques sont représentés par les affiches publicitaires. Ces moyens de communication ne sont pas analysables. Ils transmettent un message global ou une signification, que les récepteurs interprètent comme ils peuvent. Les systèmes de communication. Par exemple le langage verbal humain. Ils sont composés d'un certain nombre d'éléments appelés symboles, ou signes. Chaque signe a une signification et la combinaison de ces signes produit un message doté lui aussi de signification. Signification naturelle, signification conventionnelle. Il existe deux types de signification, la signification naturelle et la signification conventionnelle. 1. La signification naturelle est composée de signes produits dans la nature, par exemple la fumée qui vue de loin laisse présager qu'il y a un incendie à l'endroit où elle apparaît. La fièvre qui précède la maladie, les nuages qui annoncent la pluie. 2. La signification conventionnelle est composée de signes définis par l'homme, selon un accord posé, par exemple. La balance est le symbole de la justice. Le caducée est le symbole de la médecine. Les mots du dictionnaire ont chacun sa propre signification, que nous apprenons lorsque nous parlons une langue. Définition du langage. Pour pouvoir donner une définition au langage, il faut d'abord se poser les questions pertinentes. Qu'est-ce que le langage, d'une manière générale ? Qu'est-ce que le langage, par rapport à une personne, par rapport à un individu ? Qu'est-ce que le langage, par rapport à l'espèce humaine ? Qu'est-ce que le langage, par rapport à une société, par rapport à un pays, par rapport à une nation ? Là, nous avons fait le tour de la question, et nous pouvons commencer à chercher les éléments de réponse, afin d'essayer de donner une ou des définitions au langage. 1. Par rapport aux personnes prises une à une, le langage est avant tout un code qui sert à communiquer et à transmettre des informations. Il ne se confond pas avec la langue, mais il l'englobe, car la langue n'est pas le seul moyen de communiquer. 2. Par rapport à un pays, une nation, c'est la langue qui sert de moyen de communication dans ce pays et par laquelle ce pays est identifié. Exemple, le français est la langue de la France.
le polonais est la langue de la Pologne. 3. Pour l'espèce humaine, c'est-à-dire tous les êtres humains quels qu'ils soient, et où qu'ils soient, le langage est une faculté, une caractéristique innée de l'humain, en dehors de toutes les autres créatures de l'univers. Chaque être humain vient au monde avec la faculté de langage. Il est programmé pour le langage. C'est pour cela que l'on dit que le langage est inné. Mais la faculté de langage ne se concrétise que sous certaines conditions. Petit a, elle se concrétise dans une langue, l'être humain est programmé pour apprendre une langue. Petit b, pour que l'être humain puisse apprendre une langue, il faut que cela se fasse durant les 2 premières années de son existence et qu'il soit dans un milieu d'adultes humains. Par exemple, si nous retirons un enfant de son milieu d'origine et que nous le plaçons dans un autre milieu, l'enfant parlera la langue du nouveau milieu, le milieu d'accueil. En résumé, le langage est en partie inné et en partie acquis. Cependant, la partie acquise exige l'intervention du milieu pour se concrétiser. Le langage a d'autres fonctions par rapport aux humains. La pratique du langage permet d'exprimer la pensée et de l'enregistrer, pour la conserver, par l'écriture, qui est un autre aspect de la pratique du langage, de génération en génération, dans une communauté. L'ensemble des expériences des membres d'une communauté, dans le temps et dans l'espace, forme la culture de cette communauté. Réflexion sur l'origine du langage. L'origine du langage a toujours suscité l'intérêt des penseurs. De nombreux mythes tendent à donner aux langues une origine surnaturelle. Le mythe de la tour de Babel explique la multiplicité des langues, par le fait selon lequel la langue unique des origines aurait été divisée en une multitude de langues, pour apporter la discorde entre les hommes et les empêcher de se concerter, en vue d'une désobéissance au Créateur. Interdit de la Société de linguistique de Paris. Pour éviter les querelles stériles et les thèses farfelues, la Société de linguistique de Paris avait, en 1865, informé ses membres, dans ses règlements, qu'elle ne recevrait plus aucune communication concernant l'origine du langage. Aujourd'hui, le sujet de l'origine du langage est étudié scientifiquement dans le cadre de plusieurs disciplines, notamment en paléontologie, en psychologie, en éthologie et en linguistique historique. Histoire de l'évolution du langage. L'histoire de l'évolution du langage humain est longue et étroitement liée au cerveau, mais ce qui fait que le cerveau humain soit le seul à être adapté au langage n'est pas clair. Les régions cérébrales impliquées dans le langage chez les humains ont leurs analogues chez les singes et les grands singes, pourtant ces derniers n'utilisent pas le langage. Selon John Maynard Smith et E.R.S. Zatmary, dans leur livre « Origine de la vie, origine du langage », le langage apparaît comme la plus récente des 8 transitions majeures dans l'évolution de la vie, permettant l'émergence des sociétés humaines. Plus généralement, l'évolution de la communication permet l'émergence des différents niveaux de sociabilité. Approche scientifique de l'étude du langage. Le langage est très largement considéré comme strictement humain. C'est pourquoi l'approche comparative est privilégiée. Elle repose sur la recherche des points communs et des différences entre les systèmes de communication non humains et le langage. L'absence de caractéristiques particulières chez les langages non humains est souvent retenue comme critère de singularité du langage humain. Or cette absence résulte peut-être d'une incapacité à détecter cette caractéristique chez le sujet d'étude. De plus, il n'est pas exclu que le fait d'étudier le langage en utilisant le langage introduise un biais dans cette étude. Aspects anthropologiques de l'étude du langage. Selon les études anthropologiques, le langage humain serait apparu il y a entre 350 000 et 150 000 ans chez Homo sapiens. Cette datation est estimée par la vitesse d'accumulation des phonèmes.
L'étude des os, de la musculature crânio-faciale et des phénomènes culturels, par exemple, les sépultures, peut aussi donner des informations sur le moment de son apparition. Aspect linguistique et philosophique. Le langage serait le propre de l'homme et de lui seul. Le langage s'appuie sur un vocabulaire dont les éléments en nombre fini peuvent se combiner d'une infinité de manières. De plus, ce vocabulaire n'est pas figé, tandis que certains des mots apparaissent, d'autres disparaissent, ou voient leur sens changer. Ces deux caractéristiques du langage feraient de lui une faculté uniquement humaine. Dans son ouvrage « Problèmes de linguistique générale », Benveniste parle de la danse des abeilles, qui représente le langage qui est utilisé dans la communication des abeilles. En recherchant la différence entre cette forme de communication animale et le langage, il en déduit que la communication animale est codifiée et répond au schéma stimulus-réponse, immuable et sans variation connue, alors que le langage humain est créatif et produit une infinité de messages pour la même situation. Enfin, le langage est indispensable au développement des caractéristiques essentielles de l'humanité, en particulier la pensée et la conscience réfléchie. On peut en effet penser aux enfants sauvages, qui sont privés d'un développement intellectuel normal. Théorie sur l'apparition du langage. 1. L'origine gestuelle. La parole et la vocalisation auraient évolué à partir de la fonction gestuelle chez l'être humain. Cette hypothèse est soutenue par plusieurs arguments. Les zones cérébrales qui contrôlent la production et le traitement du langage, qui sont les aires de Broca et de Wernicke, contrôlent la main et le visage, qui sont proches et interconnectés. Des neurones miroirs seraient impliqués dans la connexion de ces zones. Il y aurait un lien entre la latéralisation du langage et la préférence manuelle. Cependant, cette hypothèse serait encore en cours de vérification. Dans les langues des signes, ce sont les mêmes aires qui sont mises en jeu. Lorsque l'on parle, on utilise aussi ses mains pour s'exprimer, par exemple lors d'un discours. Lorsqu'ils s'expriment, les enfants humains utilisent leurs doigts pour montrer un objet. Les chimpanzés qui produisent des sons visant à attirer le rassemblement montrent une activité dans les régions cérébrales très similaire à la région de Broca chez l'être humain. Même les mouvements des mains et de la bouche sans émission de son produisent des schémas d'activité cérébrale très similaires dans l'aire de Broca chez les singes et les humains. Quand les singes voient d'autres singes en mouvement, les neurones de l'aire de Broca homologues s'activent. Des groupes de neurones miroirs sont spécialisés pour ne répondre qu'à un seul type d'action observée, et l'on pense actuellement que cela pourrait être une origine de l'évolution des neurones, qui sont destinés au traitement et à la production de la parole. Le langage le plus ancien était strictement oral, la lecture et l'écriture ne sont arrivées que bien plus tardivement. 2. La grammaire universelle. L'hypothèse du bioprogramme linguistique suggère que les humains ont une structure cognitive grammaticale innée, leur permettant de développer et de comprendre le langage. Selon cette théorie, ce système est ancré dans la génétique humaine et étaye la grammaire de base de tous les langages. Certaines preuves suggèrent qu'au moins une partie de nos capacités linguistiques serait contrôlée génétiquement. Des mutations du gène de la protéine, FORCED-P2, qui serait le gène du langage, empêchent certains individus de transformer des mots et des sons en phrases. Cependant, leur rôle n'est pas entièrement établi. 3. Le ciment social. Une troisième hypothèse sur l'apparition du langage, celle du ciment social. En 1996, dans son ouvrage « Grooming, Gossip and the Evolution of Language », le professeur de psychologie évolutionniste, Robin Dunbar, formule une hypothèse sur l'évolution du langage chez les humains. D'après lui, de la même manière que les primates non humains maintiennent leurs liens sociaux à l'aide de l'épouillage, les humains maintiennent un lien social par la conversation et le langage.
Le langage jouerait le rôle de ciment social. Ce serait l'un des facteurs ayant favorisé l'apparition du langage. 4. Les protolangues. Il est difficile d'envisager que le langage soit apparu d'un bloc. Certains soutiennent que le langage suit une évolution graduelle depuis un langage primitif. Les langues ne se fossilisant pas, il faut donc faire appel à des méthodes linguistiques pour reconstruire ce langage primitif, ainsi que les langages intermédiaires, appelés aussi protolangues. Deux hypothèses s'affrontent depuis le XIXe siècle, celle de la monogénèse et celle de la polygénèse des langues. Derrick Bickerton, linguiste et professeur à l'Université de Hawaï, à Honolulu, a étudié les créoles, en Guyane et à Hawaï, et il a conclu que le processus de créolisation peut aider à comprendre, premièrement, l'acquisition de la langue chez les enfants, et deuxièmement, l'évolution de la faculté du langage chez les humains. Adaptation neurobiologique, favorable au langage. Les aires de Broca et de Wernicke. Ce sont les régions du cerveau où le langage est situé. Le langage est fondé sur un système de signes utilisés pour représenter des concepts dans le monde. Ce système semble être stocké dans ces deux zones du cerveau, les aires de Broca et de Wernicke. Les régions du langage, dans les cerveaux humains, ressemblent fortement aux régions similaires chez d'autres primates, même si les humains sont les seuls capables d'utiliser le langage. Les structures cérébrales des chimpanzés sont très similaires à celles des humains. L'aire de Broca est en grande partie utilisée pour planifier et produire des sons. L'aire de Wernicke semble être l'endroit où les représentations linguistiques et leurs images acoustiques sont affectées à des concepts spécifiques. Cette fonctionnalité est présente à la fois chez les chimpanzés et chez les humains. Mais jusqu'à présent, seul l'être humain est capable de développer le langage sous certaines conditions. Conditions d'apparition du langage chez l'être humain. Première condition, le bain linguistique. Le bain linguistique est la condition sine qua non pour que les connexions s'établissent dans le cerveau dans les premières années de la vie. Mais c'est aussi toute la richesse de ce que l'enfant entendra autour de lui ensuite, qui définira le niveau de langage de l'enfant. Il existe à ce niveau de grandes inégalités. Dans certains milieux, on parle peu à l'enfant. Deuxième condition, entraînement de l'appareil phonatoire. L'enfant doit entraîner son appareil phonatoire, c'est-à-dire les organes avec lesquels il va produire des sons d'abord et parler ensuite. Cris, pleurs, sons végétatifs, le premier cri est émis dès la naissance, sont une manière pour l'enfant d'entraîner son appareil phonatoire. À partir de 2 mois, il y a apparition de sons vocaliques, vocalise avec les phonèmes universels, que les enfants soient sourds ou entendants. Utilisation du larynx vers 4-5 mois, utilisation de la respiration, utilisation des modulations de la voix, chuchotement, hurlement, gazouillis, grognement. La production sonore de cette période comporte tous les sons existants, même ceux qui ne font pas partie de la langue maternelle. Les enfants sourds produisent également des sons à cet âge-là, mais cette production s'arrêtera aux environs de 6 mois d'âge, faute d'entendre parler une langue. Vers 6 mois, le bébé produit un babillage, ou babile, fait d'un ensemble d'une suite de sons sans lien avec des signifiés, ou objets, mais qui comprennent déjà des consonnes et des voyelles. Ce babil se rapproche de la langue maternelle. De plus, le rythme et la mélodie deviennent caractéristiques de ceux de la langue maternelle, vers 8 mois. Quand l'enfant est seul, ses productions sont variées sur le plan mélodique, mais quand il y a interaction avec un adulte, la durée des syllabes se rapproche de celle de l'adulte. Entre 8 mois, pour les plus précoces, et 20 mois, pour les moins avancés, il y a émergence de la référence. La référence est le fait d'employer un mot pour désigner une chose. Puis, les premiers mots apparaissent.
Après 20 mois, l'enfant est capable de s'exprimer, car il a acquis les mécanismes de base de sa langue maternelle. La période entre 4 et 6 ans consiste en un enrichissement du vocabulaire de l'enfant. À cette époque, le langage est installé. Ce cours est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans le prochain cours. À bientôt.